Chapitre 5. La confession continue. Si votre confession s'arrêtait là, votre déclaration semblerait sensée. Mais heureusement, pour des millions de vos victimes, qui obtiendront leur salut à travers votre confession, cet entretien continuera jusqu'à ce que vous m'ayez fourni l'arme grâce à laquelle votre domination sur les peuples par les peurs et la superstition sera empêchée. Souvenez-vous, votre majesté, votre confession ne fait que commencer. Après avoir arraché la description des méthodes grâce auxquelles vous contrôlez les gens, je vous forcerai également à livrer la formule par laquelle votre contrôle pourra être brisé à volonté. Il est exact que je ne resterai pas ici assez longtemps pour vous vaincre, mais la publication que je laisse derrière moi sera immortelle, car elle représente la vérité. Vous ne craignez l'opposition d'aucun individu, car vous savez qu'elle sera courte, mais vous craignez la vérité. Vous craignez la vérité et rien d'autre, car elle peut rendre aux êtres humains, de manière lente mais définitive, la liberté par rapport à toute forme de peur. Sans l'arme de la peur, vous seriez impuissant et parfaitement incapable de contrôler chaque être humain. Est-ce vrai ou faux? Je n'ai pas d'autre choix que d'admettre que ce que vous dites est vrai. Maintenant que nous nous comprenons, avançons dans votre confession. Mais avant de poursuivre, autant prendre le temps de me vanter un peu, maintenant que vous vous y êtes frotté. Je me limiterai à une question, celle dont la réponse me donnera toute la satisfaction que je désire. Est-il exact que vous ne contrôlez que les esprits de ceux qui ont permis à l'habitude de dériver, de se fixer sur eux? Oui, c'est exact. J'ai déjà admis cette vérité des dizaines de fois. Pourquoi me tourmentez-vous en répétant la question? La répétition est une chose puissante. Je vous force à répéter les points importants de votre confession d'autant de manières que possible, afin que vos victimes puissent tester cet entretien et déterminer sa crédibilité à travers l'expérience qu'ils ont de vous. Il s'agit d'un de mes petits trucs. Approuvez-vous ma méthode? Ne seriez-vous pas en train de me tendre un piège dans le simple but de vous vanter encore? C'est moi qui pose les questions, et c'est vous qui répondez. Allez, avouez-moi pourquoi vous êtes impuissant à m'empêcher de vous forcer à cette confession. Je veux votre complète confession, pour aider à réconforter toutes vos victimes que j'entends bien libérer de votre contrôle, dès qu'ils liront cette confession. Je suis impuissant à vous influencer ou vous contrôler parce que vous avez découvert le passage secret qui mène à mon royaume. Vous savez que je n'existe que dans l'esprit des gens qui est saturé de peur. Vous savez que je ne contrôle que ceux qui dérivent et négligent d'utiliser leur propre esprit. Vous savez que mon enfer se trouve ici sur Terre et non dans le monde qui vient après la mort. Et vous savez que ceux qui dérivent alimentent eux-mêmes le feu que j'utilise dans mon enfer. Vous savez que je suis une entité ou une forme d'énergie qui exprime le côté négatif de la matière et de l'énergie, et que je ne suis pas une personne à la langue fourchue ni à la queue pointue. Vous êtes devenu mon maître parce que vous avez maîtrisé toutes vos peurs. Enfin, vous savez que vous pouvez libérer toutes les victimes terriennes avec qui vous entrez en contact, et que cette connaissance précise est le coup par lequel vous me causerez le plus grand tort. Je ne peux vous contrôler parce que vous avez découvert le continent de votre propre esprit, et parce que vous l'avez pris en main. Voilà, monsieur le terrien, cette confession devrait alimenter votre vanité jusqu'à la faire éclater. Cette dernière fléchette était superflue. La connaissance que j'utilise pour vous maîtriser ne saurait se laisser contaminer par un vulgaire excès de vanité. La vérité est la seule et unique chose au monde qui résiste à la raillerie. Allons, continuons votre confession. Qu'y a-t-il de mal dans le principe de la flatterie? L'utilisez-vous ou non? Si je l'utilise, vous plaisantez. La flatterie est une de mes armes les plus utiles. J'assassine les petits et les grands avec cet instrument mortel. Votre aveu m'intéresse. Dites-moi donc comment vous utilisez la flatterie. Je l'utilise de tant de manières qu'il m'est difficile de savoir par où commencer. Avant de répondre en détail, je vous préviens que poser la question et publier mes réponses vous attirera un déluge de moqueries. J'assume. Poursuivez. Eh bien, je dois admettre que vous avez mis le doigt sur le plus gros secret qui révèle comment je convertis les gens à l'habitude de dériver. Quel aveu saisissant. Poursuivez votre confession. Et tenez-vous-en strictement à la flatterie. Plus de remarques détournées, ni de facéties pour le moment.
Dites-moi tout sur la manière dont vous utilisez la flatterie pour prendre le contrôle des gens. La flatterie est un appât d'une valeur incomparable pour tous ceux qui souhaitent prendre le contrôle des autres. Elle possède une grande puissance d'attraction parce qu'elle opère à travers deux des faiblesses les plus répandues chez l'humain, la vanité et l'égotisme. Il y a une certaine quantité de vanité et d'égotisme chez tout le monde. Pour certains, ces qualités sont si prononcées qu'elles peuvent littéralement servir de corde pour leur lier les pieds comme les mains. La meilleure de ces cordes est la flatterie. La flatterie est le principal appât avec lequel les hommes séduisent les femmes. Parfois, les femmes utilisent ce même appât pour prendre le contrôle des hommes, surtout ceux qu'elles ne peuvent maîtriser par leur charme. J'enseigne aussi bien aux hommes qu'aux femmes comment en faire usage. La flatterie est le principal appât avec lequel mes agents se fraient un chemin pour gagner la confiance des gens et leur soutirer les informations nécessaires pour continuer la guerre. Dès lors que quelqu'un s'arrête pour alimenter sa vanité avec de la flatterie, j'approche et je commence à pétrir un nouveau dériveur. Il est difficile de flatter quelqu'un qui ne dérive pas. Je pousse les gens à utiliser la flatterie dans chaque relation humaine où cela est possible, car ceux qu'elle influence deviennent des victimes faciles de l'habitude de dériver. Pouvez-vous contrôler quiconque est sensible à la flatterie? Très facilement. Comme je vous l'ai déjà dit, la flatterie est d'une importance majeure pour attirer les gens vers l'habitude de dériver. À quel âge les gens sont-ils le plus sensibles à la flatterie? L'âge n'a rien à voir avec la sensibilité à la flatterie. Les gens y réagissent d'une manière ou d'une autre dès le moment où ils deviennent conscients de leur propre existence, et ce, jusqu'à leur mort. Et par quel mobile une femme sera-t-elle facilement flattée? Sa vanité. Dites à une femme qu'elle est jolie ou qu'elle est bien habillée. Et quelle motivation est, selon vous, la plus efficace pour harponner un homme? L'égotisme avec un grand E. Dites à un homme qu'il a un corps d'Apollon ou qu'il est un grand homme d'affaires, il sera aux anges et ronronnera comme un chat. Vous savez ce qui se produit ensuite. Tous les hommes sont-ils ainsi? Oh non, 2% d'entre eux contrôlent si bien leur égotisme que même un flatteur hors pair ne saurait parvenir à exercer l'ombre d'une influence sur eux. Et quels sont les moyens utilisés par une femme rusée pour attirer les hommes? Nom d'un chien, faut-il que je vous fasse un dessin de ces méthodes? N'avez-vous donc aucune imagination? Oh, oh que si. Détrompez-vous. J'ai plutôt une bonne imagination, Votre Majesté, mais je pense surtout à tous les pauvres dupes du monde qui ont besoin de comprendre la technique exacte par laquelle ils peuvent se faire flatter et se faire emporter par l'habitude de dériver. Dites-nous donc comment une femme peut harponner les hommes riches et sans doute intelligents. C'est un tour diabolique que vous me poussez à jouer aux femmes, mais puisque vous réclamez l'information, je suis impuissant à la dissimuler. Les femmes influencent les hommes par une technique qui consiste, tout d'abord, en une capacité à injecter un ton doux et roucoulant dans leur voix, puis ensuite à fermer les yeux dans une position mi-close qui s'apparente à de l'hypnose lorsqu'elles rencontrent la flatterie des hommes. Est-ce là ce à quoi se résume la flatterie? Non, ça n'était que la technique. Vient alors le moteur que la femme utilisera comme leurre. Le genre de femme auquel vous pensez peut-être ne vendra jamais à l'homme ni sa personne, ni quelque chose qu'elle peut lui donner. Au lieu de cela, elle lui vend son propre égotisme. Est-ce là tout ce que les femmes utilisent lorsqu'elles souhaitent flatter un homme? C'est la chose la plus efficace qu'elles utilisent. Elle fonctionne lorsque le charme n'agit plus. Donc, je suis censé croire que des hommes grands, forts et intelligents peuvent être pétris et manipulés par de la flatterie telle de la glaise? Est-ce possible? Si c'est possible,
Cela se produit à chaque minute de chaque journée. De plus, à l'exception de ceux qui ne dérivent pas, plus ils sont forts, plus ils cèdent à la dérive lorsque l'experte en flatterie font sur eux. Parlez-moi de quelques autres tours que vous utilisez pour pousser les gens à passer leur vie à dériver. Un de mes dispositifs les plus efficaces est l'échec. La majorité des gens commencent à dériver dès qu'ils rencontrent une opposition, et moins de 1 sur 10 000 persiste après 2 ou 3 échecs. Donc, c'est vous qui veillez à pousser les gens vers l'échec dès que vous le pouvez. Est-ce exact? Vous avez tout compris. L'échec brise le moral, détruit la confiance en soi, tempère l'enthousiasme, émousse l'imagination et rend la motivation moins précise. Sans ces qualités, nul ne peut réussir de manière durable dans quelconque entreprise. Le monde a produit des milliers d'inventeurs avec des capacités supérieures à feu Thomas Edison. Mais ces hommes sont demeurés de parfaits inconnus alors que le nom d'Edison passera à la postérité parce qu'Edison a su convertir l'échec en tremplin vers la réussite, tandis que d'autres l'utilisaient comme alibi pour n'avoir obtenu aucun résultat. La capacité à surmonter l'échec sans se décourager a-t-elle été l'un des plus grands atouts d'Henry Ford? Oui, et cette même qualité est l'atout principal de tous les hommes qui réussissent de manière remarquable, quel que soit leur métier. Cette affirmation couvre de nombreux domaines, Votre Majesté. Désirez-vous la modifier ou la modérer par souci de précision? Aucune modification ne sera nécessaire car cette affirmation n'a rien de général. Faites des recherches précises sur la vie des hommes et des femmes qui ont réussi durablement et vous découvrirez, sans exception aucune, que leur réussite est exactement proportionnelle à leur constance pour surmonter l'échec. La vie de chaque personne qui réussit proclame ce que tout vrai philosophe sait. Quelle que soit la force du vent, de l'adversité, il amène toujours les graines d'une prospérité comparable. Mais la graine ne germera et ne grandira pas sous l'influence de la dérive. Elle pourra seulement s'épanouir si elle est placée dans les mains de celui qui a admis que la plupart des échecs ne sont que des défaites temporaires et qui jamais, sans aucune circonstance, n'acceptera la défaite comme excuse pour mieux dériver. Si je vous comprends bien, vous prétendez que l'échec présente des avantages. Cela ne semble pas raisonnable. Pourquoi essayez-vous de pousser les gens vers l'échec s'il présente pour eux des avantages? Il n'y a aucune contradiction dans mes propos. Cette contradiction apparente est due à votre insuffisance de compréhension. L'échec reste bénéfique tant qu'il ne conduit pas les gens à cesser leurs tentatives et commencer à dériver. Je persuade autant de gens que je le peux d'échouer aussi souvent que possible, pour la simple raison que moins d'1 sur 10 000 continuera d'essayer après 2 ou 3 échecs. Je ne suis pas inquiet du petit nombre qui transforme ces échecs en tremplin, car ces personnes font de toute manière partie de mon opposition. Ils ne dérivent pas et sont par conséquent hors d'atteinte. Votre explication éclaircit les choses. Donnez-moi donc quelques autres des ruses par lesquelles vous persuadez les gens à prendre les sentiers de la dérive. Un de mes trucs les plus efficaces est ce que vous appelez la propagande. C'est l'instrument le plus efficace pour pousser les gens à s'entretuer avec la guerre pour seul prétexte. L'intelligence de cette ruse consiste principalement dans la subtilité avec laquelle je l'utilise. J'instille la propagande dans les nouvelles du monde. Je l'enseigne dans les écoles privées et publiques. Je fais en sorte qu'elle se faufile jusqu'à la chair. Je dilue ses nuances dans chacune des images du cinéma. Je m'arrange pour qu'elle entre dans chaque foyer où se trouve une radio. Je l'injecte dans les publicités, sur les panneaux d'affichage, dans les journaux, à la télévision et à la radio. Je la répands dans tous les endroits où les gens travaillent.
Je l'utilise pour remplir des tribunaux de divorce et elle me sert à détruire des entreprises et des secteurs entiers. C'est mon instrument principal pour déclencher des ruées vers les banques. Mes propagandistes couvrent si bien le monde que je peux déclencher à volonté des épidémies, déchaîner les fureurs de la guerre ou déclarer la panique dans les sociétés. Si vous pouvez faire tout ce que vous prétendez par la propagande, il n'est pas étonnant que nous ayons des guerres et des dépressions. Faites-moi une description simple de ce que vous entendez par le terme propagande. Ce qu'elle est, comment elle fonctionne. Je désire tout particulièrement savoir comment vous amenez les gens à dériver par le biais de cet outil diabolique. La propagande, c'est tout dispositif, plan ou méthode qui permet d'influencer les gens sans qu'ils ne puissent se rendre compte de leur manipulation ni de la source de cette influence. La propagande est utilisée dans les affaires dans le but de décourager la concurrence. Les employeurs l'utilisent pour mieux tirer profit de leurs employés. Les employés ripostent en l'utilisant à leur tour contre les employeurs. En fait, elle est utilisée de manière si universelle et selon une technique si délicatement simplifiée qu'elle paraît inoffensive lorsqu'elle est détectée. Je suppose que certains de vos congénères sont aujourd'hui très occupés à préparer l'esprit du peuple américain à dériver vers une forme de dictature. Dites-moi comment ils procèdent. Oui, des millions des miens sont en train de préparer les Américains à se retrouver hitlérisés. Les meilleurs de mes membres sont à l'œuvre dans les organisations politiques et syndicales. Nous comptons prendre le contrôle du pays par les urnes plutôt que par les armes. Les Américains sont si sensibles qu'ils ne supporteraient jamais le choc de voir leur forme de gouvernement changée par le feu des mitraillettes et des tanks. Par conséquent, nos petits propagandistes leur servent un régime qu'ils peuvent avaler, en faisant naître des conflits entre employeurs et employés, et en montant le gouvernement contre les entreprises et l'industrie. Quand la propagande aura fait son travail jusqu'au bout, un de mes sbires s'installera en tant que dictateur, et les 9 vieux hommes de votre Cour suprême, avec leur stupide notion de constitution, partiront à la retraite. Tout le monde recevra un travail ou sera nourri grâce aux finances de l'État. Quand les ventres des hommes sont pleins, ils partent à la dérive avec celui qui les remplit. Celui qui a faim échappe à tout contrôle. Je me suis souvent demandé qui avait inventé cette ruse intelligente que vous appelez propagande. D'après ce que vous me dites de sa source et de sa nature, je comprends pourquoi elle est si mortelle. Seul quelqu'un d'aussi intelligent que votre Majesté peut avoir inventé un tel mécanisme qui permet d'engourdir la raison, détrôner la volonté et faire partir les hommes à la dérive. Pourquoi n'utilisez-vous pas votre puissante propagande pour prendre le contrôle de vos victimes, plutôt que de les soumettre par la peur et les annihiler par la guerre? Qu'est-ce donc la peur du diable sinon la propagande? Vous n'avez pas bien observé ma technique, sinon vous auriez vu que je suis le plus grand propagandiste du monde. Je n'atteins jamais un but par des moyens directs et ouverts, si je peux facilement les atteindre par le subterfuge et la subtilité. Que croyez-vous que j'utilise lorsque je plante des idées négatives dans l'esprit des hommes et que j'en prends le contrôle parce qu'ils croient être leurs propres idées? Comment appelleriez-vous cela, sinon la forme la plus habile de propagande? Vous n'allez pas sérieusement me dire que les gens vous aident à les détruire sans réaliser ce que vous faites. C'est précisément ce que je souhaite vous faire comprendre. De plus, je vais vous montrer exactement comment je procède. Enfin, nous avançons. Alors, comment faites-vous pour convertir des êtres humains en propagandistes et les attirer vers leur propre prison? Racontez-moi tout, et n'omettez aucun détail sordide. Ceci est la partie la plus importante de votre confession, et je suis dévoré par le désir de maîtriser votre secret. Je ne saurais vous blâmer de tourner autour du pot en répondant à ma question, tellement vous êtes conscient que votre réponse arrachera des millions de victimes à votre contrôle. Vous savez également
que votre réponse protégera plusieurs millions d'autres personnes, pas encore nées, de devenir vos victimes. Il n'est pas étonnant que vous dérobiez. Vos déductions sont exactes. Cette partie de ma confession me causera plus de tort que tout le reste. Ou, en reformulant votre problème, cette partie de votre confession sauvera plus de millions de gens que tous les autres. Tout ce que je peux dire, c'est que vous me faites vivre un enfer. Maintenant, vous savez ce que ressentent vos millions de victimes. Allez-y. Je fais ma première entrée dans l'esprit d'une personne par la corruption. Et qu'utilisez-vous comme pot de vin? J'utilise beaucoup de choses, toutes plus agréables les unes que les autres, pour mieux répondre à la convoitise. J'utilise les mêmes types de pots de vin que les individus utilisent quand ils se soudoient entre eux, c'est-à-dire les choses que les gens désirent le plus. Mes meilleurs pots de vin sont l'amour, la soif d'expression sexuelle, l'attrait de l'argent, l'appât du gain, l'obsession de la bonne affaire, le jeu. La vanité chez les femmes, l'égotisme chez l'homme, le désir de maîtriser les autres, le désir de poison ou de narcotique, le désir de l'expression individuelle par les mots et les actions, le désir d'imiter les autres, le désir de perpétuer la vie après la mort, le désir d'être un héros ou une héroïne, le désir de nourriture physique. C'est une liste imposante, Votre Majesté. Utilisez-vous d'autres pots de vin? Oui, des tonnes, mais ceux-là sont mes préférés. En les combinant, je parviens à pénétrer l'esprit de n'importe quel être humain, à volonté, de sa naissance à sa mort. Vous voulez dire que ces pots de vin sont les clés qui vous permettent d'ouvrir silencieusement la porte de tout esprit dans lequel vous avez choisi de pénétrer? C'est exactement ce que je veux dire et que je parviens à faire. Qu'arrive-t-il lorsque vous pénétrez l'esprit de quelqu'un qui n'a pas encore l'habitude de dériver, mais qui appartient aux 98% de dériveurs potentiels? Je me mets immédiatement à l'œuvre pour occuper le plus de place possible dans l'esprit de cette personne. Si la plus grosse faiblesse de quelqu'un est le désir d'argent, je commence par lui agiter quelques piécettes sous le nez, au sens figuré. J'intensifie son envie et le pousse à courir après l'argent. Puis, lorsqu'il s'en approche, je l'éloigne de lui. C'est un de mes vieux tours. Au bout d'un certain nombre de fois, le pauvre diable cède et abandonne. Alors je contrôle un peu plus de place dans son esprit et j'y insère la peur de la pauvreté. C'est l'un des meilleurs bailleurs de l'esprit. Oui, j'admets que votre méthode est très habile. Mais qu'arrive-t-il si la victime vous berne et met la main sur une grande quantité d'argent? Lui remplissez-vous quand même l'esprit avec la peur de la pauvreté? Non, je prends le contrôle de l'espace en le remplissant de quelque chose d'autre qui fera aussi bien mon affaire. Si ma victime convertit son désir d'argent en de grosses sommes, je la suralimente. Par exemple, je la pousse à s'empiffrer d'aliments gras. Cela ralentit sa capacité à réfléchir, met son cœur en péril et la place sur le chemin de la dérive. Puis, je la harcèle avec un empoisonnement intestinal causé par l'excès de nourriture qu'elle ingurgite. Cela ralentit également sa réflexion et la rend désagréable. Et si la victime n'est pas gourmande, quelles autres folies la poussez-vous à commettre pour qu'elle commence à dériver? Si la victime est un homme, je le piège grâce à son appétit sexuel. Une quête de sexe trop importante mène les hommes à dériver vers l'échec plus que toutes les autres causes combinées. Donc, la nourriture et le sexe sont deux appâts infaillibles. Est-ce exact? Oui, grâce à ces deux appâts, je peux prendre le contrôle de la majorité de mes victimes, sans oublier le désir d'argent, bien sûr. À en croire votre histoire, je commence à me dire que la richesse est plus dangereuse que la pauvreté. En fait, cela dépend de qui possède la richesse et de comment elle a été acquise. En quoi la manière dont l'argent est acquis peut-il être un avantage ou un inconvénient? En tout,
Si vous ne me croyez pas, regardez ceux qui gagnent les fortunes rapidement, sans avoir eu le temps d'acquérir la sagesse qui va avec, et observez comment ils utilisent leur argent. Pourquoi, à votre avis, les enfants des hommes riches obtiennent-ils rarement des réussites égales à celles de leurs parents? Je vais vous le dire. C'est parce qu'ils ont été privés de l'autodiscipline qui vient avec l'obligation de travailler. Regardez donc toutes ces stars du cinéma ou ces athlètes qui se retrouvent soudainement à la fois idolâtrés tels des héros et en possession de sommes d'argent conséquentes. Observez à quelle vitesse j'interviens et dans la plupart des cas, prends leur contrôle. Souvent par le sexe, le jeu, la nourriture et l'alcool. Grâce à ces appâts, je capture, je contrôle la plus grande et la meilleure partie des gens aussitôt qu'ils ont de grosses sommes d'argent entre les mains. Qu'en est-il de ceux qui acquièrent de l'argent lentement en rendant un service utile? Sont-ils tous aussi faciles à piéger? Oh, je les attrape quand même, mais en général, je dois changer d'appât. Certains désirent une chose, certains en désirent une autre. Lorsque cela sert mes intérêts au mieux, je fais en sorte qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent le plus. Mais je m'arrange pour y adjoindre une pincée de ce dont ils ne veulent pas. Cette pincée est précisément ce qui va les faire dériver. Voyez-vous comment je fonctionne? C'est vraiment très astucieux. Vous attirez les gens par l'intermédiaire de leurs désirs naturels, mais vous glissez votre poison mortel dans l'objet de leurs désirs dès que vous le pouvez. Vous commencez à comprendre. Voyez-vous, je joue, pour ainsi dire, sur les deux tableaux. D'après ce que vous dites, j'en déduis que vous n'avez pas trouvé le moyen de pousser quelqu'un qui ne dérive pas à vous aider à prendre le contrôle de son esprit en l'appâtant par vos moyens de corruption habituels. Est-ce juste? C'est parfaitement exact. Je sais rendre mes pots de vin très attrayants, même pour ceux qui ne dérivent pas, et je le fais parce que j'utilise comme appât les choses que les gens désirent naturellement, mais celui qui ne dérive pas ressemble à un poisson qui dérobe l'appât sans mordre à l'hameçon. Celui qui ne dérive pas prend ce qu'il veut de la vie, mais il le prend selon ses propres règles. Celui qui dérive prend tout ce qu'il peut obtenir, mais il le fait selon mes règles. Dit d'une autre manière, celui qui ne dérive pas emprunte de l'argent à un vrai banquier, lorsqu'il le souhaite, et paie les intérêts qui conviennent. Celui qui dérive engage sa montre chez le prêteur sur gage et paie un taux d'intérêt suicidaire pour son crédit. Donc, selon ce que vous dites, j'en conclus que vous êtes intimement mêlé à toutes les difficultés et souffrances des gens, même si votre présence n'est pas visible. Mes ouvriers les plus réfractaires sont souvent mes meilleurs ouvriers. Voyez-vous, mes ouvriers les plus récalcitrants sont ceux que je ne peux contrôler avec mon arsenal de pots de vin. Des gens que je dois maîtriser par la peur ou une quelconque forme de malheur. Ils ne souhaitent pas me servir, mais ils ne peuvent l'éviter car ils sont liés à moi pour l'éternité par l'habitude de dériver. Je commence à mieux comprendre votre technique. Vous soudoyez vos victimes par leurs désirs naturels et vous les détournez du droit chemin, tout en faisant en sorte qu'ils se mettent à dériver en réagissant à vos pièges. S'ils refusent de réagir, vous semez la graine de la peur dans leur esprit ou vous les piégez par le malheur pour mieux les enchaîner pendant qu'ils sont encore faibles. Est-ce bien là votre méthode? C'est exactement ainsi que je fonctionne. Malin, n'est-ce pas? Quels sont vos propagandistes préférés? Les jeunes ou les vieux? Les jeunes, bien sûr. La plupart des pots de vin les influencent plus facilement que les gens dont le jugement est plus mûr. De plus, ils resteront à mon service plus longtemps. Votre Majesté m'a donné une description claire de la dérive. Dites-moi ce qu'il faut faire pour s'immuniser contre l'habitude de dériver. Je veux une formule complète qui puisse être utilisée par n'importe qui. Chaque être humain, normalement constitué, possède en lui un système de défense anti-dérive. Et celui-ci est facile d'accès. Chacun peut se défendre de manière simple, grâce aux méthodes suivantes. 1. Penser par soi-même en toutes circonstances. Le fait que l'être humain n'ait de contrôle total sur rien, à l'exception de ses propres pensées, est très significatif. 2. Décider de manière absolue ce que vous désirez de la vie,
puis créer un plan pour l'atteindre et, s'il le faut, être prêt à sacrifier tout le reste plutôt que d'accepter la défaite permanente. 3. Analyser l'échec temporaire, quelle qu'en soit sa nature ou sa cause, et en extraire la graine d'un bénéfice équivalent de même valeur. 4. Être prêt à rendre un service utile, de valeur équivalente, à toutes les choses matérielles que vous demanderez de la vie, et commencer par rendre ce service en premier. 5. Reconnaître que votre cerveau est un récepteur qui peut être syntonisé pour recevoir des communications de l'entrepôt universel de l'intelligence infinie, pour vous aider à transmuter vos désirs en leur équivalent physique. 6. Reconnaître que votre meilleur atout est le temps, la seule chose qui vous appartienne totalement, à l'exception de la faculté de penser, et la seule chose que l'on puisse façonner en toute chose matérielle désirée. Gérez votre temps tel un budget, afin de ne pas le gaspiller. 7. Reconnaître la vérité qui dit que le diable se sert généralement de la peur pour remplir les parties inoccupées de votre esprit. Ce n'est qu'un état d'esprit que vous devez contrôler en remplissant cet espace de la foi en votre capacité à obtenir que la vie vous apporte tout ce que vous lui demandez. 8. Quand vous priez, ne suppliez pas. Demandez ce que vous voulez en insistant sur le fait que vous n'accepterez rien d'autre. 9. Reconnaître que la vie est exigeante. Soit vous la maîtrisez, soit elle vous maîtrise. Il n'y a pas de demi-mesure ou de compromis possible. N'acceptez jamais de la vie quelque chose dont vous ne voulez pas. Si l'on vous force temporairement à recevoir quelque chose dont vous ne voulez pas, vous pouvez, intérieurement, refuser de l'accepter, ce qui ouvrira la voie à ce que vous voulez. 10. Et enfin, se souvenir que vos pensées dominantes attirent leur équivalent physique, par une loi de la nature avérée, et ce, par le chemin le plus court et le plus pratique. Faites attention à ce sur quoi vos pensées s'attardent. Cette liste est imposante. Donnez-moi une formule simple qui combinerait ces 10 points. Si vous deviez les combiner en un seul, quel serait-il? Soyez précis dans tout ce que vous faites et ne gardez jamais à l'esprit des pensées inachevées. Prenez l'habitude de parvenir à des décisions arrêtées sur toute chose. Peut-on rompre l'habitude dérivée ou devient-elle permanente une fois prise? Cette habitude peut être rompue si la victime a suffisamment de volonté et si elle s'y prend à temps. Il existe un point au-delà duquel cette habitude est bien trop ancrée pour être rompue. Au-delà de ce point, la victime m'appartient. Elle s'apparente à une mouche prise dans une toile d'araignée. Elle peut se débattre, mais elle ne s'en sortira pas. Chaque mouvement la fait s'empêtrer un peu plus. La toile dans laquelle je prends mes victimes pour toujours est une loi de la nature qui n'a pas encore été identifiée, ni comprise par les hommes de science. Pensez aux innombrables athlètes qui sont devenus des stars incontestables pour mieux s'écraser et flamber leur argent si vite acquis et consumer leur gloire. Et pensez aux millions de jeunes gens qui les admiraient. Pensez aux gagnants du loto qui finissent par tout perdre en quelques années. Serait-ce par la dérive, une retombée du jeu? Ces cycles seraient-ils créés et orchestrés par le diable?